All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, parce que entre le Reverse the Verse en mode détente, l'absence de mise à jour de la roadmap et la Round the Verse qui était déjà tellement court et condensé que les youtubeurs de Star Citizen se sont retrouvés en position latérale de "Ils nous volent notre travail!". Clairement, je me suis dit que le peu qu'il y avait méritait pas de faire une vidéo et que ça serait mieux de repousser le peu qu'il y avait de bien la semaine suivante, quitte à faire une vidéo un peu plus longue. Donc on commence par le Calling All Devs de la semaine dernière avec une première question pour Veidas Okunis. Est-ce que les systèmes de survie auront une limite vis-à-vis de la quantité de personnes qu'ils seront capables d'approvisionner correctement en oxygène? Alors en théorie, oui, si le nombre de personnes consommant de l'oxygène devient trop élevé et si le volume à approvisionner en oxygène devient trop conséquent, parce que le système de survie aurait un dysfonctionnement ou parce que trop de portes seraient ouvertes dans un vaisseau, il est possible qu'à un moment la consommation d'oxygène soit plus élevée que la production et ça finira fatalement par la mort de l'équipage. Veidas nous dit carrément que ça sera typiquement le genre de mécanique de jeu qui rentrera en compte lors du piratage de vaisseaux. Si vous parvenez à prendre le contrôle des systèmes de survie, du système de contrôle des portes et que les occupants du vaisseau n'ont pas mis leur casque, vous signez leur arrêt de mort. Deuxième question pour Andrew Nicholson, est-ce qu'il prévoit de rajouter plus de raccourcis clavier pour les actions du cockpit? Oui, sans problème, si la communauté le demande. Troisième question pour Dan Truffin, qui ressemble assez à celle qu'il y a eu la semaine précédente. Est-ce qu'il y aura une solution pour jouer sans risquer de se faire trop massacrer par d'autres joueurs quand on sera un joueur moyen? Le PVP ne sera pas totalement évitable, mais le ratio joueur PNJ de 1 pour 9 devrait déjà réduire le risque d'affrontement PVP trop cruel. Aussi, ils vont essayer de placer les zones de départ des nouveaux joueurs dans des systèmes plus sécurisés, et surtout rendre ces zones moins attractives pour les joueurs plus expérimentés. Ils savent qu'il y aura quand même de l'anti-jeu dans ces zones, donc ils reconfirment ce qu'il a dit la semaine précédente. Lors des réclamations, ils prendront en compte le niveau d'acharnement dont le joueur incriminé a fait preuve. Dernière question pour Johnny Jassius, qu'est-ce qu'il prévoit comme équipement personnel qui serait utile en dehors des combats? Ils ont toujours l'idée d'intégrer un pistolet multifonction, mais ils sont toujours en train de débattre sur l'étendue de ses possibilités. Il fonctionnera avec des modules qui lui permettront certainement de couper, effectuer de petites réparations et servir de petits rayons tracteurs, mais rien de sûr pour le reste. Il y aura aussi des mines avec différents rôles qui restent encore à déterminer, mais il a parlé de mines classiques et de mines EMP. Pareil pour l'équipement médical, il y aura des trousses de soins et des seringues, mais ils réfléchissent à certaines substances plus ou moins légales pour modifier certaines caractéristiques des personnages, comme l'endurance ou la vitesse. Enfin, il a parlé d'un prototype de tourelle automatique, mais rien de sûr. La vidéo de mardi nous présentait le système Kano. C'est un système qui a été découvert de façon assez particulière en 2463. Quelques décennies après la découverte des Banu, l'humanité a eu une période d'expansion importante, surtout après la colonisation réussie du système Virgile. Une citoyenne de l'UE, dénommée Tabata Caster, voulait explorer la galaxie, mais elle ne pouvait pas le faire car elle était malade. Elle s'est donc mise à acheter des données de scanner à différents pilotes, et elle a passé son temps à les passer en revue manuellement pour trouver des anomalies qui indiqueraient la présence potentielle de points de saut. Elle a fini par trouver quelque chose de louche et a demandé à un explorateur du nom de Jamel Normand de se rendre aux coordonnées qu'elle avait trouvées. Et effectivement, il y avait bien là un point de saut, Tabata avait donc réussi à en découvrir un depuis chez elle. Le système fut donc nommé Kano en référence aux premières lettres des noms de famille de Tabata et Jamel, Caster et Normand. Kano 1 est une planète naine similaire à Mercure en rotation synchrone autour de son astre comme beaucoup de premières planètes. On retrouve donc un côté nuit froid et un côté jour avec des océans de lave. Elle est quand même plus singulière que les autres planètes de ce genre, puisqu'à la limite jour-nuit on trouve des cristaux géants visibles depuis l'espace. Kano 2 est une planète océanique qui a commencé à être colonisée après la découverte du système, mais on a découvert plus tard que ces océans contenaient une forme de plancton intelligent qui semble interagir avec des algues de la même façon que les abeilles interagissent avec des fleurs. Le Fair Chance Act visant à protéger les espèces en voie de développement a été automatiquement mis en place sur cette planète dès qu'il a été signé et ça a évidemment pas plu aux habitants qui ont dû négocier pour pouvoir rester. Un compromis a été trouvé mais il n'est plus possible de venir sur Kano 2 pour y vivre. Il y a donc très peu d'habitations et c'est principalement devenu une station balnéaire sous-marine puisque l'atmosphère est toxique. La ceinture d'astéroïdes du système a été délaissée dès que l'expansion humaine a été stoppée avec le Fair Chance Act. Elle est donc encore pleine de ressources avec des stations de minage abandonnées mais c'est aussi une zone protégée où il est interdit de se rendre. Kano 3 est une planète similaire à Vénus, donc avec une atmosphère toxique, qui a pour seul point d'intérêt une station de recherche où les chercheurs essaient de trouver une solution pour terraformer la planète. Enfin, Kano 4 est une légende gazeuse verte entourée d'astéroïdes où il est difficile de raffiner de l'hélium et de l'hydrogène à cause des vents violents dans son atmosphère. Ensuite, mercredi de la semaine dernière, on a eu droit à des réponses sur les questions les plus posées à propos du Drake Vulture. Ils n'ont pas vraiment de plan pour permettre une interaction entre ce vaisseau et le Caterpillar du même constructeur, même si en théorie, ça devrait être facilement faisable. Les joueurs ne devraient pas se fier au prix actuel de la ferraille recyclée pour juger de la rentabilité du Vulture, puisque les prix pourront changer à l'avenir et qu'il produira sûrement de la ferraille recyclée de meilleure qualité. Même chose pour sa soute qu'ils pourront réduire si le vaisseau est trop avantagé par rapport à d'autres starter ships.
Tous les vaisseaux auront des fonctionnalités de scan, et le Vulture aura même un scanner capable d'identifier les composants récupérables d'une épave et leur état, tout comme le Prospector a un scanner de détection des minerais. En théorie, on pourra toujours dépouiller un vaisseau à la main avec un pistolet multifonction et remplir la soute de son vaisseau avec, mais 90% de ce qui sera récupéré aura tellement peu de valeur qu'un joueur aux commandes d'un Vulture pourra faire le même profit avec 10 fois moins de volume récupéré. D'ailleurs, le Vulture sera livré avec ce pistolet multifonction pour les opérations manuelles et des charges explosives. Les 12 unités de cargo du Vulture représentent son volume de soute total, donc ça vaudra aussi bien pour les cubes de ferraille compactés que pour les composants récupérés. Ils s'assureront plus tard qu'aucune des deux méthodes est trop avantageuse par rapport à l'autre. Pour l'instant, leur idée pour l'équilibrage est qu'on trouvera rarement des composants dans un état suffisamment correct pour être acceptés lors d'une revente. Mais si c'est le cas, ça rapportera plus qu'un cube de ferraille compacté qui lui sera revendable partout mais pour moins cher. Bien que le Vulture semble être destiné à être utilisé pour faire des allers-retours entre les épaves et les lieux de vente, ils ont décidé de réduire sa capacité de stockage et y inclure un lit et une douche, car ils veulent que les excursions longue durée soient possibles. Probablement parce que dans certaines régions du jeu, il faudra voyager loin de la civilisation pendant un certain temps avant de trouver de quoi faire du profit. Enfin, ils n'ont pas encore décidé de toutes les mécaniques de jeu autour du Vulture, mais ils veulent en tout cas que ce soit pas sans risque, comme pour le minage. On passe enfin au Calling All Devs de cette semaine avec des questions pour John Crew comme d'habitude. Ce qu'on appelle l'item 2.0, quand est-ce que ça sera considéré comme fini? En fait, c'est pas une fonctionnalité à proprement parler, c'est une nouvelle façon de définir les entités du jeu qu'ils ont mis en place car la méthode de base du moteur Lumberyard ne suffisait pas. Donc ils convertissent petit à petit ce qui a été fait vers cette nouvelle organisation, et pour les vaisseaux, il leur reste à traiter les propulseurs, les missiles, les contre-mesures et la dégradation des armes de sorte à ce qu'elles soient de plus en plus défectueuses avec le temps. Dernière question toujours pour lui, des joueurs ont constaté que les vaisseaux ne vont pas tous à la même vitesse en saut quantique, et du coup pourquoi? Les générateurs de saut quantique seront des composants comme les autres, ils auront une taille, une classe et un grade, et en fonction de tout ça, certaines statistiques seront différentes. Par exemple, plus un générateur de saut quantique sera gros, plus il sera long à enclencher un saut quantique et à refroidir, mais plus il aura de la vitesse et de l'accélération. Donc au moment de passer en saut quantique, les petits vaisseaux auront tendance à sauter les premiers, mais lors de sauts plus longs, ils seront rattrapés par les vaisseaux capitaux qui auront sauté plus tard, mais qui les dépasseront petit à petit. Esthétiquement parlant, ça sera évidemment beaucoup plus classe de tous sauter et sortir des sauts quantiques les uns après les autres, par petits groupes, plutôt que tous d'un coup. Et au niveau du gameplay, il faudra certainement le prendre en compte pour que les vaisseaux capitaux n'arrivent pas sur une zone de combat plusieurs dizaines de secondes avant leur escorte. Troisième question pour Luke Presley, est-ce qu'il prévoit de faire un mode no respawn pour l'Arena Commander? Techniquement, ça serait très facile à absolument tous les niveaux, mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il n'y a pas assez de joueurs sur l'Arena Commander pour l'instant. Attendre qu'il y ait suffisamment d'autres joueurs pour remplir une partie pourrait s'avérer assez long. Et avec la petite taille des maps de l'Arena Commander, les affrontements iraient très vite et on risquerait en plus de passer plus de temps dans le lobby que dans une partie. Et second problème, l'équilibrage. Une Battle Royale sans réapparition avec des Aurora au milieu des Super Hornets, ça frustrera certains joueurs, ce qui réduira encore plus le nombre de joueurs. Ils embaucheront peut-être des développeurs pour travailler exclusivement sur l'Arena Commander, mais rien d'encore sûr. Dernière question encore pour lui, comment est-ce qu'il prévoit d'adapter les missions aux gros vaisseaux comme le Hammerhead qui arrivera en 3.3? C'est simple, ils le feront pas car ça sera trop compliqué et au lieu de ça, ils créeront de nouvelles missions plus adaptées en termes de difficulté pour ce genre de vaisseau. Le lore post de mardi détaillait l'histoire du centre de cartographie impériale. Après la découverte du système Crosshaw par le navigateur du même nom, des milliers de personnes se sont lancées dans l'aventure de découvrir eux aussi des points de saut vers d'autres systèmes. Évidemment, cette ruée vers l'espace s'est fait avec des équipements expérimentaux et parfois peu fiables, ce qui a causé beaucoup de tragédies. De plus, à l'époque, les nations de la Terre ne s'étaient pas encore unies sous la même bannière, et toute la réglementation au sujet des points de saut était encore à faire. En 2364, par exemple, deux entreprises bataillèrent devant les tribunaux pour savoir à qui appartenaient les coordonnées du point de saut vers le système Nemo depuis le système Fora. Même chose pour le système Banshee découvert en 2317 et dont la localisation a été cachée au public pendant plusieurs siècles. Le gouvernement craignait que l'étoile à neutrons du système cause des ravages sur ceux qui décideraient de s'installer dans le système. Après la création des Nations Unies de la Terre en 2380, les explorateurs furent invités à partager leurs découvertes en matière de points de saut et la responsabilité d'analyser les nouveaux systèmes fut confiée à des entreprises privées. Cet arrangement fonctionna pendant plusieurs siècles, mais au fil du temps, on s'aperçut que ces entreprises étaient de moins en moins nombreuses car petit à petit absorbées par des gros conglomérats qui éliminaient toute future concurrence. Les prix du marché de la cartographie spatiale ont fini par exploser pour des cartes de moins en moins fournies. Un de ces conglomérats en vint carrément à supprimer volontairement un champ d'astéroïdes du système Hadrian pour assurer l'exclusivité de son exploitation par une entreprise. Finalement, le point de rupture fut atteint en 2530 quand l'entreprise Gaia Interplanetary Service décida de commencer la terraformation d'une planète dans le système Pallas avant d'avoir fini l'analyse de tout le système. La suite, vous vous en rappelez peut-être, c'est que ce système faisait partie du territoire Xi'an et c'est comme ça qu'on a découvert leur existence. Les 276 employés de Gaia Interplanetary Service furent maintenus en détention par les Xi'an et relâchés contre tout ce que leur civilisation voulait savoir sur nous.
Ça a amené le gouvernement de l'UPE à créer une agence de cartographie spatiale un peu tard, puisque la guerre froide contre les Xi'an avait déjà démarré. Initialement, cette agence devait trouver et scanner les nouveaux systèmes et mettre à disposition tout ce qu'elle avait trouvé au grand public. Quand Ivar Messer arriva au pouvoir en 2546, il comprit immédiatement le rôle clé que cet organisme jouerait dans son futur régime. Les cartographes privés furent forcés de cesser leur activité et l'agence eut le monopole total. Les Messer successifs investirent énormément d'argent dans l'agence qui joua un rôle clé dans l'expansion de l'humanité, auprès de l'armée et lors de la surveillance des lignes de front Xi'an et Vandoul. Cette position clé permit à l'agence d'avoir un peu de pouvoir sur la vie politique. En 2715, 3 ans après la conquête du système Orion par les Vandoul, Messer VIII ordonna que tous les points de saut vers ce système soient supprimés des cartes. La directrice de l'agence refusa, arguant que cela mettrait encore plus les gens en danger puisqu'ils ne seraient même pas capables de savoir d'où les Vandoul pourraient arriver. Des représailles contre la directrice furent envisagées par l'empereur Messer, mais non seulement elle fut soutenue par des membres importants de l'armée, mais en plus de ça, l'empereur fut assassiné dans son sommeil avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Lors de la chute du régime Messer, l'agence de cartographie impériale encaissa mieux le changement que d'autres organisations liées au Messer, comme par exemple Aegis Dynamics. Leur mission est restée inchangée, cartographier l'espace, trouver des points de saut, permettre l'accès gratuit à ces données à tous, et faire expertiser les systèmes découverts par leur équipe de scientifiques. Jeudi, la Round the Verse ne faisait que 8 minutes, mais on a quand même appris 2 ou 3 trucs intéressants. Dans le patch 3.2, ils ont introduit leur refonte du contrôle des tourelles et ils sont déjà en train de l'ajuster sur le patch 3.2.1 qui est sur le PTU pour s'assurer que tout est assez équilibré. Ils ont aussi amélioré le pilotage pour les utilisateurs de joystick et la prévisualisation des items sur les applications du Mobiglass. Le cockpit du Cutlass était la source de pas mal de plaintes à cause de la barre qui obstruait la vue et c'est désormais plus un problème. Concernant l'interface, vu qu'on peut désormais attribuer de la puissance aux composants, ils travaillent sur de meilleures icônes pour indiquer la surchauffe ou le manque d'alimentation. Au niveau de l'équipe audio, les efforts se sont concentrés sur les sons liés au minage. L'équipe en charge des personnages tente de mélanger différentes animations faciales et corporelles pour trouver des combinaisons qui rendent bien et étoffer le comportement des PNJ. Concernant les vaisseaux, ils commencent à modéliser l'intérieur du 890 Jump et la variante tourisme du 600i est apparemment presque prête. Ils avancent aussi sur l'esthétique du Banu Defender en gardant à l'esprit que cela servira pour le Banu Merchantman plusieurs mois après. Sur les environnements, ils continuent d'avancer sur les hangars de la zone d'atterrissage de Hearthstone et sur les chambres qu'on pourra utiliser qui seront un peu plus étoffées que celles de Port-Olisar. Enfin, ils continuent de travailler sur leurs futures vidéos et Chris Roberts nous demande d'être patient parce que ça arrivera pas tout de suite. L'épisode de Reverse the Verse de vendredi ne visait pas à répondre aux questions des backers, mais à créer le concept art d'un personnage selon les demandes des téléspectateurs. Aucune nouvelle info, mais ça valait le coup de regarder au moins pour ça. My name's Jared. I love Jeremiah so much. Content? Look, I am making such great content for Star Citizen. Samedi, CIG a mis à jour la progression de la mise à jour 3.3 et pour l'instant c'est encore très limité, certainement car l'effort est concentré sur le patch 3.2.1 qui est sur le PTU. La grosse mauvaise nouvelle de cette semaine concerne le Aegis Hammerhead. Non seulement il n'a pas avancé, mais son nombre de tâches a été multiplié par 4. Pour les environnements de Hearthstone, il y a eu une progression mais relativement modeste à cause du nombre de tâches qui ont été rajoutées. Enfin, la bonne nouvelle de la semaine, c'est l'Object Container Streaming, dont les prérequis deviennent suffisamment avancés pour qu'on ait une idée de sa progression globale. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.